Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous présenter une étude, un panorama des financements climat, qui est une étude qui est sortie récemment. J'ai la chance de la présenter avec Axel Herba, qui est chargé de recherche chez I4C, et avec Julie Markov, qui est responsable d'études au sein de la Banque Postale. Et moi-même, je suis Stéphane Costat-Borgard, je suis directeur du secteur public local et du développement durable chez SFIL. Alors peut-être deux mots juste pour vous présenter SFIL. SFIL est une filiale de la Caisse des dépôts, une banque publique de développement qui a deux missions: attirer l'épargne internationale pour financer le secteur public local et également financer les grands contrats crédit export, ce qui a des retombées très positives en termes d'emploi sur les territoires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le financement du secteur public local, évidemment au sein du salon. Selon le cabinet Finance Active, depuis 2015, nous sommes leaders avec notre partenaire, la Banque Postale, du financement des collectivités locales. Et nous avons apporté, depuis notre création, plus de 46 milliards de financement long terme pour les collectivités locales. Mais comme nous le savons tous, les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer pour l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Et c'est pour cela que nous avons développé chez SFIL, en partenariat avec la Banque Postale, depuis 2019, tous les financements thématiques et les financements verts. Donc aujourd'hui, ce sont des financements qui se développent très bien, qui représentent plus près d'un quart des financements apportés. On en a apporté pour plus de 3,8 milliards. Mais le point, c'est que nous ne voulons pas uniquement intervenir en tant que financeurs, nous voulons aussi contribuer à la qualité des débats. Et c'est pour cela que nous avons un partenariat avec I4C qui existe maintenant depuis plusieurs années. Ça avait pris la forme d'une première étude. Alors ces études, elles sont aussi réalisées en collaboration avec la direction des études de la Banque Postale, qui est vraiment reconnue pour sa compétence. Et donc avait été sortie une première étude en octobre 2022 sur les besoins d'investissement des collectivités locales pour atteindre la neutralité carbone. Et c'est une étude qui avait fait parler, puisqu'elle avait indiqué qu'il fallait doubler les investissements. Il y avait eu après, évidemment, parce que c'est bien de savoir qu'il y a des montants à investir, mais le problème, c'est après comment les financer. Et l'année d'après, une étude très intéressante qui avait été éditée pour savoir comment accélérer le financement, comment financer l'accélération des investissements climat. Alors là, aujourd'hui, on va faire un formidable effort de synthèse, puisqu'en fait, on va, dans une certaine mesure, essayer de tirer le meilleur de ces deux études. Donc c'est l'actualisation de ces sujets. C'est évidemment un sujet, on comprend bien que les collectivités ont un rôle majeur à jouer. Il y a la question du financement, comment tout ça doit s'articuler. Et c'est l'objet de l'étude qui va vous être présentée maintenant. Merci beaucoup. Merci Stéphane. En effet, donc l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle essaye de répondre à trois questions. Donc la première, c'est que font les collectivités en termes d'investissement en faveur du climat. La deuxième, c'est est-ce que ces investissements suffisent à atteindre les objectifs climatiques, et par cela on entend les objectifs qui sont fixés par la stratégie nationale bas carbone. Et la troisième question, c'est si ces investissements ne suffisent pas pour atteindre ces objectifs, et petit spoiler, c'est le cas, comment financer en fait ce besoin d'investissement qu'on constate. Donc, en ce qui concerne l'historique et donc le premier volet, que font les collectivités, il y a plusieurs choses à noter. Et la première, c'est une bonne nouvelle, donc il faut le dire, c'est que les investissements en faveur du climat augmentent. Donc, depuis 2017 jusqu'à 2022, les investissements ont augmenté de 44%. Donc, c'est une bonne nouvelle. En revanche, il y a quelques limites aux chiffres qui sont affichés là. La première, c'est que ces chiffres, en fait, c'est une remontée I4CE, c'est-à-dire qu'on part des comptes nationaux et on essaie d'attribuer ce qui appartient, enfin ce qui a été investi par les collectivités. Et ce n'est pas une remontée en provenance des collectivités. Ça, ce sera possible à partir des années qui viennent grâce au budget vert qui sera obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il pourrait y avoir une marge d'amélioration dans ces chiffres. La deuxième limite de ces chiffres, en fait, c'est l'inflation. Si on regarde surtout sur les années 2021-2022, une grande partie de l'augmentation est due à l'inflation. Et on calcule qu'environ 50% de l'augmentation est due à un effet prix, en fait.
La troisième limite de ces chiffres, c'est la répartition sectorielle. C'est-à-dire que si dans certains secteurs, les choses avancent et plutôt bien, donc notamment le secteur des transports en commun où on atteint des niveaux d'investissement assez élevés, eh bien, il y a d'autres secteurs où l'évolution n'est pas aussi linéaire. Donc, je pense notamment aux pistes cyclables, avec un investissement très fort en 2020, et ensuite une relative stagnation des investissements en la matière. Hop. La dernière limite, et c'est la plus importante, c'est que ces investissements ne sont pas suffisants. Et d'après l'évaluation que fait I4CE ou I4C, les besoins d'investissement sont de 11 milliards d'euros supplémentaires par an en moyenne, donc sur la période 2024-2030. Donc ça correspond ici aussi, si on prend, là j'ai mis dans la slide les chiffres 2022, mais si on prend les chiffres 2023 qui sont provisoires pour l'instant, on atteindrait en 2023 à peu près 10 milliards d'euros. Et donc ça correspond encore en fait à un doublement de l'effort actuel. Et la grande question en fait face à ce besoin d'investissement, c'est comment le financer. Et pour ça, je vais laisser la parole à Julie. Merci Axel. Alors effectivement, on a vu ce que les collectivités locales faisaient, on a vu ce qu'elles doivent faire. Ah du coup, ouais. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'elles peuvent financer ces investissements supplémentaires. Alors, on avait commencé à répondre à cette question dans une publication, effectivement, qu'on a sortie l'année dernière, où on avait construit 4 scénarios prospectifs pour essayer de voir quels étaient les leviers de financement à disposition des collectivités locales. Alors, l'idée, c'était de faire, du coup, un scénario à chaque fois axé sur un levier de financement. Alors notre objectif, c'était absolument pas de dire il y a un levier de financement qui est mieux que l'autre, mais plutôt de mettre en débat ces différents leviers, de voir leurs avantages, leurs inconvénients et les différentes problématiques qu'ils pouvaient soulever. Alors il y a peut-être des gens qui étaient déjà là l'année dernière, on avait présenté cette étude. Donc je vous rappelle rapidement les scénarios, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui étaient pas là. Et puis après, on verra les nouveautés de l'étude. Alors, c'est bon. On avait donc réalisé 4 scénarios. Le premier, on avait appelé ça le scénario dette, c'est-à-dire que tous les investissements supplémentaires étaient financés par de la dette en plus. Ensuite, on avait créé un scénario redirection, où là, on a considéré que le volume des investissements par rapport à une trajectoire classique d'investissement ne bougeait pas. Il n'y avait pas vraiment d'investissement supplémentaire, c'est-à-dire que les collectivités locales faisaient des choix. Les investissements climat étaient réalisés à la place d'autres investissements. Enfin, on avait réalisé un scénario État, où là, on avait considéré qu'il y avait une augmentation du soutien de l'État pour ces investissements. Pour vous donner un exemple, dans ces hypothèses, on avait considéré que le fonds vert était pérennisé. Bon, on est presque dans l'utopie maintenant. On avait aussi considéré que la DGF était indexée sur l'inflation. On est peut-être encore plus sur l'utopie. Mais en tout cas, on voulait voir quelles étaient les marges de manœuvre financières qui étaient dégagées pour voir si ça suffisait. En général, chaque levier ne suffisait pas. Il fallait à chaque fois le compléter par de la dette. Et puis enfin, on avait fait un dernier scénario qui était le scénario ressources propres, où là, on avait regardé les marges de manœuvre à la main des collectivités locales. Et donc là, ça passait notamment par une hausse, par une utilisation du levier fiscal, une hausse des taux d'imposition, mais également, alors pour des moyens financiers un peu plus faibles, mais également une hausse des tarifs ou des cessions d'immobilisation supplémentaires. Et on avait aussi regardé un prélèvement sur la trésorerie des collectivités locales. Donc voilà les scénarios qu'on avait établis. Et puis finalement, une des conclusions de notre rapport, c'était de dire que une des solutions pour financer l'accélération des investissements climat, c'était probablement un mix de tous ces leviers de financement. Qu'en utilisant tous ces leviers, peut-être qu'on arriverait à financer cette accélération. C'est un message, c'est un constat qui s'explique, qui se justifie au niveau global, c'est-à-dire dans une analyse macro, une analyse où on regarde l'ensemble des collectivités locales. Mais c'est vrai, ce qui nous avait été un peu reproché, et on le reconnaît, c'était cette vision globale et que finalement, on ne prenait pas assez en compte les situations individuelles. Parce que je pense
je suppose qu'il y a des collectivités locales dans l'Assemblée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent non, moi les taux d'imposition, je suis au max, politiquement je ne peux plus les augmenter, ou alors je suis déjà trop endetté, c'est plus possible. Donc là, on a décidé effectivement dans cette étude de regarder pour chaque collectivité les leviers qui étaient encore à leur disposition. Donc on a vraiment fait une analyse des disparités de financement. Alors on s'est concentré, parce qu'on ne pouvait pas tout analyser, on s'est concentré sur 3 leviers principaux. On a regardé pour chaque collectivité, alors à partir des comptes, notamment 2023, on a regardé leur capacité donc, à augmenter la dette en utilisant le ratio du délai de désendettement. On a regardé leur capacité à augmenter leur taux d'imposition en regardant leur niveau d'effort fiscal. Et enfin, on a regardé leur trésorerie rapportée au nombre de jours de dépenses. Et en fait, on a délimité certains seuils. Donc, si vous voulez, on pourra y revenir où tout est expliqué dans l'étude. On a déterminé certains seuils et on a considéré que les collectivités qui dépassaient ce seuil, ça devenait compliqué pour elles d'utiliser ces leviers. Et puis, on a regardé les résultats. Et donc, voici de façon très, très synthétique les résultats. Alors, on vous les a surtout montrés pour les communes et pour les intercommunalités. Donc si on regarde pour l'ensemble des communes, on a vraiment calculé les ratios pour toutes les communes, on voit que vous avez 71% de communes qui peuvent mobiliser au moins 2 leviers de financement. Donc 71% de communes qui peuvent en général, c'est mobiliser de la dette ou mobiliser de la trésorerie. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de ces 71% de communes, en réalité, une très très grande majorité, ce sont des communes de moins de 10 000 habitants. Ça veut dire que les plus grosses collectivités, elles, ont déjà mobiliser fortement les leviers trésorerie, dette et effort fiscal et qu'elles ont de moins en moins de marge de manœuvre. Donc là, pour le graphique, si vous le voyez bien, on vous a montré effectivement les utilisations possibles ou pas, les pourcentages, en fonction du levier utilisé. Donc si on regarde les histogrammes verts, par exemple, on est sur le levier trésorerie, on voit que 80% des communes peuvent utiliser le levier trésorerie, que 68% peuvent utiliser sans trop de difficultés le levier dette. Mais par contre, si on regarde le levier fiscalité, on voit que vous avez plus de la moitié des communes pour qui l'utilisation, pour lesquelles augmenter encore leur taux d'imposition, ça deviendrait compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça deviendrait compliqué par rapport déjà à leur niveau d'effort fiscal. Et politiquement, ça deviendrait compliqué parce qu'elles seraient au-dessus du niveau moyen de leur strate démographique. Donc c'était une façon de montrer que voilà, individuellement, tous les leviers ne peuvent pas être mobilisés. Et on a fait le même exercice pour les intercommunalités. Alors là, vous voyez, les chiffres sont un peu plus faibles. Vous avez 60% des communautés de communes qui peuvent utiliser au moins 2 de ces leviers. Et vous avez à peu près la moitié pour les autres intercommunalités. Et pareil, elles peuvent plus facilement encore utiliser le levier trésorerie et le levier dette. C'est également un peu plus compliqué pour l'utilisation du levier fiscal. Donc voilà, là c'était un des éléments nouveaux de ce rapport qu'on voulait apporter. C'est effectivement, au global, il existe des leviers de financement. Au global, les collectivités locales peuvent s'en sortir, mais individuellement, les solutions peuvent être assez contrastées. Et puis finalement, l'étape d'après, là, on a regardé que les leviers de financement, ce serait de mettre en face les besoins de financement. Sauf que, I4CE a fait le calcul au niveau global. Individuellement, c'est extrêmement compliqué d'aller calculer les besoins en investissement pour chaque collectivité. Mais effectivement, ce serait à mettre en regard avec leur capacité de financement. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Et puis, dernier élément, dernière nouveauté de cette publication, on s'est prêté à un exercice pour lancer un peu le débat, peut-être un petit peu polémique, où on a voulu regarder dans quelle mesure la loi de programmation des finances publiques était compatible avec cette accélération des investissements climat. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec ce que c'est que la loi de programmation des finances publiques. Sachez que c'est une loi qui décrit les trajectoires. C'est une loi qui est publiée, qui est sortie fin 2023 et qui décrit les trajectoires pour l'ensemble des administrations. Donc en dépenses, en recettes, en dettes, en déficit. Et donc trajectoire pour l'État, les administrations de sécurité sociale, mais également les collectivités locales. Dans cette trajectoire, il est prévu, mais alors ça reste, c'est pas obligatoire. C'est vraiment la trajectoire voulue
presque rêvée, j'ai envie de dire, de l'État. Et donc dans cette trajectoire, les dépenses des collectivités locales progressent de 0,5 points en dessous de l'inflation et la trajectoire de dette, la dette des collectivités locales diminue. Mais c'est à peu près les seules informations qu'on a dans cette loi. Donc nous, on a voulu regarder quels étaient les investissements sous-jacents à ces deux éléments. Finalement, quelle était la trajectoire à laquelle pensait l'État, trajectoire des investissements, quand il a fait la loi de programmation des finances publiques. Et donc, on a créé un nouveau scénario, j'ai envie de dire, où on a regardé ce que ça donnerait. Et donc, c'est ce qu'on a illustré sur ce graphique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien tous, mais donc vous avez la courbe du bas, c'est le niveau des emprunts. Donc, on voit qu'il y aurait un effondrement des emprunts, mais qui est lié à la baisse de l'encours de dette attendu des collectivités locales. Par contre, en face, vous avez une hausse de l'épargne des collectivités locales liée à la limitation souhaitée de l'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Et puis en dessous, vous avez la courbe des investissements. Alors là, on vous a mis 3 courbes. Celle qui est au-dessus, c'est la courbe, nous, dans notre scénario dette. Celle d'en dessous, c'est la courbe des investissements dans notre scénario redirection. Et enfin, la dernière courbe en dessous, la courbe bleue, c'est les investissements tels qu'a priori ils ressortent de la loi de programmation des finances publiques. Et on est, vous voyez, à l'horizon 2027 sur une baisse de ces investissements. Ça veut dire que l'État, dans ses projections, considère que les investissements des collectivités locales vont diminuer. Donc si on considère que malgré tout, dans ces investissements, ils prennent en compte les investissements climat, ça veut dire qu'ils considèrent que les collectivités locales vont devoir faire beaucoup de redirection. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choix extrêmement importants à faire du côté des collectivités locales, où pour pouvoir faire leurs investissements climat, elles vont devoir à la place renoncer à beaucoup d'autres investissements. Donc on a voulu un peu mettre en lumière cette dichotomie un peu de la nécessité de faire des investissements climat. D'ailleurs, l'État considère effectivement que les collectivités locales doivent participer à ces investissements climat, mais également à cette volonté de l'État de diminuer la dette, notamment des collectivités locales. Donc ça, c'était le deuxième élément un peu nouveau de cette étude du côté des financements. Voilà, donc on en a fini pour cette présentation de cette étude. On est allé assez vite parce que en réalité, voilà, elle est là. Il y a des exemplaires. Je crois qu'elle fait une 50aine de pages, ça doit être ça. Voilà. Combien tu dis 60 même. Voilà. Donc vous avez beaucoup plus d'informations à l'intérieur. Mais l'idée aussi, c'est éventuellement d'échanger avec vous si vous avez des remarques ou voilà. Alors je suis désolée pour les gens qui sont derrière, mais voilà, si vous avez des questions ou des remarques. Mais sinon, voilà, cette étude est en ligne et il y a, je sais pas. Oh, merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, sinon pour lancer le débat, ouais. Non, merci beaucoup, Julie. Juste quand on fait l'étude où tu donnes 50%, 60% des communes, enfin des comités d'agglo, etc., qui peuvent utiliser les leviers. Utiliser les leviers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils peuvent les utiliser et cette utilisation est suffisante pour satisfaire leurs besoins d'investissement climatique ou ça veut juste dire qu'ils ont de la marge de manœuvre? Non, tu as raison de préciser. Ça veut dire qu'ils ont de la marge de manœuvre financière. Et c'est bien tout le sujet, effectivement, ou toute la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'en face, on n'a pas les besoins nécessaires. Donc, ce qu'il y a, c'est que, je le disais, les collectivités qui ont encore ces marges de manœuvre, dans notre étude, d'après les calculs qu'on a pu faire, ce sont beaucoup les communes de moins de 10 000 habitants. Après, c'est peut-être pas forcément ces collectivités, ou même les petites intercos, qui vont porter les investissements climat les plus lourds. Donc, c'est pour ça que je disais que face à ces leviers de financement ou cette capacité, ces marges de manœuvre financières, il faudrait mettre en face effectivement les besoins. C'est juste qu'elles peuvent utiliser le levier sans dégrader leur situation financière. C'est effectivement... Oui, bonjour. Pascal Bory, maire d'une commune Villeneuve-les-Avignon, de 12 000 habitants. Est-ce que votre étude a tenu compte justement du PLF 2025 et des préconisations, déjà des annonces 2026 et 2027, parce que je crains que votre épargne nette soit en bonne baisse? Alors, non. Mais voilà, j'allais lancer le débat là-dessus s'il n'y avait pas eu de questions, mais voilà, je me doutais qu'elle viendrait. Effectivement, il faudrait, alors pour être honnête, on n'a pas eu le temps, mais il faudrait qu'on recalcule nos ratios en prenant en compte effectivement les mesures du PLF où il y a
beaucoup de mesures, notamment ce fonds de précaution où on prélève 2% de leurs recettes. Alors pour les plus grosses, mais il y a une hausse du point CNRACL. Enfin bon, je ne reviens pas sur les mesures, je pense que ça va être le discours tout au long du salon. Mais bien évidemment, effectivement, on est sur une réduction des marges de manœuvre financières et on est encore moins sur un sujet de comment investir pour le climat. La question, c'est tout simplement comment boucler son budget actuellement. Enfin, je suis bien d'accord. C'est peut-être tout l'intérêt de l'étude de l'année dernière avec l'approche par scénario où en fait la logique était de dire il n'y a pas un scénario qui vaut mieux que l'autre, mais c'est bien une combinaison de ces scénarios qui permettra de répondre à la hauteur des investissements. Et j'en profite juste parce que I4C, ils sont au-delà de la qualité de leurs études, ils sont très modestes aussi, ce qui est une autre qualité. Et donc je dis juste que toutes les études qui sont présentées sont disponibles sur leur site. Donc vraiment la logique, c'est de diffuser et de positionner le débat public en donnant des arguments pour qu'il soit posé à un bon niveau. Et donc vraiment, je peux que vous encourager à aller consulter leur site. Je t'en prie, Axel. Oui, justement, ce que je voulais dire par rapport au positionnement du débat public, c'est que ce qu'on voit et ce que fait ressortir l'étude, notamment dans l'analyse de la LPFP, c'est qu'au niveau de l'État, le levier qui est priorisé, c'est celui de la redirection. Et que si on prend en compte donc, les nouvelles mesures dans le PLF, en fait, ça fait reposer encore plus, finalement, ce besoin d'investissement sur la redirection. Donc l'objectif d'I4C, je fais un petit teasing, c'est pour l'année prochaine d'arriver à faire une analyse de ce potentiel de redirection et notamment en fait sont ciblés, donc ça c'est la SPAFT, c'est le document de l'État qui donne la stratégie de financement en théorie pour cette transition écologique, qui dit qu'il faudra réorienter les dépenses brunes des collectivités. Or aujourd'hui il n'y a pas vraiment de connaissance de ces dépenses brunes, donc le prochain travail qu'on va mener à F4C en partenariat avec la Banque Postale, c'est de travailler sur quelles sont ces dépenses brunes et peut-on réellement en fait les réorienter. C'est vrai que je pense beaucoup le discours d'I4C. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a une dépense qui est meilleure que l'autre. Enfin, c'est vraiment d'aider au choix, mais le choix vous appartient, bien sûr, quoi. Ouais. Merci pour l'étude. Donc il y a beaucoup d'investissements climat à faire par les collectivités locales, donc au-delà des contraintes financières que vous évoquiez tout à l'heure. Il me semble que les investissements, c'est lié plutôt à l'atténuation. Est-ce que si on ajoute les investissements liés à l'adaptation, on est à des summums d'investissements qui vont être compliqués à réaliser ? Alors, à des summums, je ne sais pas. Ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que le niveau d'investissement qu'on atteint dans notre scénario dette, qui est le niveau d'investissement le plus élevé, arrive à des niveaux d'investissement qui, si on regarde sur le temps long, ne sont pas des choses qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire que ce niveau d'investissement avait déjà été atteint, notamment dans le milieu des années 2000. Donc, bon, après, si on rajoute l'adaptation, je ne sais pas, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de chiffrage des besoins d'adaptation. Pour la simple raison que, bon, là, le PNAC, donc le document qui cadre l'adaptation, vient de sortir, mais qu'avant, il n'y avait pas réellement de choix qui avait été fait en matière d'adaptation sur qu'est-ce qu'on va concrètement faire, qu'est-ce qu'on va adapter et quelles sont les priorités qu'on va donner, quoi. Donc, je ne dirais pas qu'on atteint des summums historiques, et j'essaie de rester quand même assez positif et de dire qu'en fait, c'est pas impossible, quoi. Ces niveaux d'investissement, ils ont déjà été réalisés. La question, c'est qu'aujourd'hui, la situation et donc les leviers mobilisables par les collectivités ne sont pas les mêmes. Et je crois que l'étude met aussi en évidence quelles sont les collectivités, les efforts à faire par type de collectivité. Et les efforts à faire par type de collectivité en montrant que je crois que c'est sur les 11 milliards à faire, il y en a 7 pour les communes, interco, etc. Un certain niveau pour les départements, je ne sais plus combien, plus de 2 milliards, non ? Et le seul sujet, c'est que pour chacune de ces strates, ça peut représenter des montants extrêmement importants. Je crois que pour les départements, c'est un triplement. Voilà. Donc en fait, c'est aussi la difficulté, c'est qu'en fonction des emprunteurs concernés, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'effort aussi.
Oui, oui, c'est ça. Et puis l'analyse des disparités avait aussi été menée, enfin des leviers et de leur potentielle utilisation a aussi été menée par Strat, et Julie pourra vous en dire plus. Mais en effet, les départements, ça représente peut-être pas des chiffres, des sommes absolues qui semblent folles, quoi, mais c'est presque un triplement de leur effort. Et quand on connaît la situation actuelle financière des départements, on se dit que ça risque d'être compliqué. On a d'ailleurs modélisé dans nos scénarios les subventions versées des départements aux communes. Et compte tenu de la situation financière des départements, effectivement, pour que les départements puissent se concentrer, vous voyez le graphique où on voit la marche à gravir pour chaque niveau de collectivité. Finalement, pour que les départements puissent se concentrer sur leurs propres investissements climat, notamment en matière de pistes cyclables ou dans d'autres domaines, il fallait qu'ils réduisent une partie des subventions qu'ils versaient aux communes pour que l'équation, pour que l'équilibre budgétaire soit rempli au niveau des départements. Donc là, après, ça pose indirectement la problématique du financement des communes qui perdent ce soutien départemental. Voilà. Je ne sais pas s'il y a... Je regarde derrière. Vous avez le droit de parler aussi derrière. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Sinon, de toute façon, on reste un petit peu là si vous avez des questions. Et puis, je crois que vous pouvez venir vous servir des études. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup.